Bonsoir à toutes et tous, je suis Jean-Baptiste Perrier et je vais vous parler d'une histoire qui nous touche toutes et tous, qui nous concerne toutes et tous. Cette histoire, c'est la protection de l'environnement. Pour être crédible, j'ai mis une cravate avec des petits poissons. Je suis professeur de droit, donc je ne vais pas vous parler des conséquences actuelles et à venir du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité ou des dommages causés par la pollution plastique. Cela dépasse de très loin mes compétences et puis surtout, nous savons déjà tout cela. Des experts qualifiés, reconnus, nous alertent, nous interpellent. Je suis professeur de droit, donc je vais vous parler de droit. Alors, je vais rassurer ceux qui veulent s'enfuir. Je vais vous parler de droit de l'environnement. Je vais essayer de vous montrer comment le droit peut protéger l'environnement. Comment le droit doit sauver la planète. Ce n'est pas tout de suite évident, le droit pour sauver la planète. On ne va pas reconstituer la banquise avec un tapis de lois et de décrets. On ne va pas empêcher la montée des océans en construisant une muraille de code civil. Et pourtant, le droit est sans doute l'un de nos meilleurs outils. Alors il existe bien sûr beaucoup d'outils, de nombreux outils. On pense aux sciences techniques, aux progrès technologiques, même si certains posent plus de problèmes qu'ils n'apportent de solutions. On pense aux autres sciences, sociales, humaines, bien sûr. Mais on sait aussi que pour sauver la planète, il nous faut changer nos comportements. Certains le font déjà, certains essayent déjà, mais il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut inciter, peut-être contraindre, et c'est là que le droit intervient. Inciter, d'abord. C'est assez facile par des mesures fiscales, sociales, pour développer les énergies vertes et renouvelables, pour adopter des comportements plus vertueux. Ces mesures incitatives nécessitent d'être réglementées, et la réglementation, c'est du droit. Je passe parce que ça n'est pas le plus intéressant. Contraindre ensuite par des seuils, des interdictions. Des quotas de pêche, par exemple, pour permettre aux ressources marines de se reconstituer. Des seuils de pollution pour limiter la circulation automobile. Ou tout simplement des interdictions pour certaines activités polluantes. Que se passe-t-il lorsque les limites ne sont pas respectées, lorsque l'interdiction n'est pas respectée? On sait que la question n'est pas seulement théorique. Et la réponse est connue, lorsque les limites sont dépassées, lorsque l'interdiction n'est pas respectée, la sanction doit intervenir. La sanction, c'est ce que les juristes préfèrent, et particulièrement moi qui suis spécialiste de droit pénal. Ça n'est pas notre côté sadique, ce n'est pas seulement notre côté sadique. C'est simplement avoir conscience que ce qui fait la force d'une règle, c'est sa sanction lorsqu'elle n'est pas respectée. Et le droit de l'environnement doit être fort, il doit donc y avoir des sanctions au droit de l'environnement, et il y a des sanctions dans l'environnement, des sanctions qui sont sévères. Quelques exemples. Le fait d'exposer l'environnement, la faune, la flore ou l'eau, à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, ce qu'on appelle la mise en danger de l'environnement, est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. 3 ans pour un risque, ça n'est pas rien. Plus encore, le fait de commettre une pollution de façon intentionnelle et qui cause un dommage substantiel à l'environnement est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. C'est ce qu'on appelle le délit d'écocide, vous en avez peut-être entendu parler. 3 ans, 10 ans, les peines existent, elles sont sévères, elles ne sont peut-être pas assez appliquées. Et ce n'est pas par manque de droit, le droit existe. C'est sans doute par manque de moyens humains. Mais si on laisse de côté cette question, on voit qu'à travers l'incitation, la contrainte, la punition, le droit est déjà largement utilisé pour protéger l'environnement. Et pourtant l'environnement continue à subir des atteintes, des dégradations, la nature n'est pas préservée. Cela ne signifie pas que le droit n'est pas utile. Cela signifie qu'il faut aller encore plus loin. Et le droit peut aller plus loin. Le droit peut aller plus loin car le droit innove. Les juges innovent pour découvrir de nouveaux principes, de nouvelles règles, souvent parce que la loi est trop timide pour véritablement protéger l'environnement, pour réparer les atteintes à l'environnement ou pour les empêcher. Réparer, par exemple, ce sont des juges, ceux de la Cour de cassation, qui ont pour la première fois reconnu, alors que la loi n'en disait rien, l'existence du préjudice environnemental, dans l'affaire de l'Erika. Alors l'affaire est très connue, mais pour les plus jeunes, je vais quand même rappeler que le 12 décembre 1999, un navire, un pétrolier, l'Erika, fait naufrage au large des côtes de la Bretagne, avec sa cargaison 30 000 tonnes de fioul. 30 000 tonnes de fioul lourd qui s'échappent et qui se répandent. Le bilan est catastrophique. 400 km de côtes, de plages, de littoral complètement souillés, recouverts de mazout. 150 000 oiseaux qui seraient morts. Le bilan est catastrophique et face à ce bilan, les juges ont décidé que la nature avait subi un préjudice et qu'il fallait le réparer.
la décision est inédite, remarquable. Ce sont plus de 200 millions d'euros qui ont été alloués par des juges pour réparer le préjudice causé par cette marée noire, pour réparer la nature. Alors réparer la nature, c'est bien, empêcher qu'elle soit atteinte, c'est encore mieux. Et pour prévenir les atteintes à l'environnement, ce sont encore des juges, un peu particuliers, ceux du Conseil constitutionnel, qui ont découvert un tout nouveau droit, un nouveau principe, le droit des générations futures à pouvoir satisfaire leurs propres besoins. Droit des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Avouez que ça sonne bien. Ça signifie concrètement qu'une génération, la nôtre, ne peut pas épuiser les ressources naturelles, ne peut pas empêcher qu'elles se reconstituent, sinon il porte atteinte aux droits des générations suivantes. Alors le principe est tout nouveau. Il a été découvert il y a 1 an. Il n'est pas encore vraiment appliqué, mais on peut espérer que bientôt, il sera utilisé, par exemple, pour empêcher des activités qui seraient trop polluantes. Inciter, contraindre, punir, réparer, prévenir, l'arsenal juridique est déjà très fourni pour pouvoir essayer de protéger l'environnement pour sauver la planète. Et il y a encore de nombreuses pistes à explorer. Par exemple, en Amérique du Sud, en Océanie, même en Europe, en Espagne, des pays, des États ont reconnu la personnalité juridique à un fleuve, une lagune, ou même à la nature, pour mieux les protéger. Dans d'autres pays, les juges n'ont pas hésité à condamner l'État pour inaction climatique. C'est le cas aux Pays-Bas, avec l'affaire Urgensia, c'est le cas en France, ici. Le juge français a condamné l'État français pour ne pas avoir respecté ses engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre. On voit, le droit de l'environnement aujourd'hui est un outil et avec ces nouvelles pistes à explorer, il le sera encore plus demain. Le droit de l'environnement qui existe, vous voyez, c'est encore une étincelle. Le droit de l'environnement que nous devons construire, c'est cette lumière qui doit nous guider pour essayer de sauver la planète. Merci.